On en parle ce matin avec Claude Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédéral de la FNME-CGT, la Fédération nationale des mines et de l'énergie. David Amiel est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris. Au milieu de toutes ces actions qui sont annoncées, grèves, manifestations, il y a quelque chose qui n'est pas passé inaperçu du côté justement de votre fédération des mines et de l'énergie. C'est votre secrétaire général qui dit « On va aller voir, je le cite, ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, et ceux-là, on va s'occuper d'eux. » C'est assez surprenant comment cette expression a fait le buzz un petit peu partout. Quand je vois qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de précaires énergétiques, les factures ont augmenté de 90% pour le gaz, 60% pour l'élec. Et c'est ça qui fait le buzz, c'est peut-être des permanences parlementaires qui pourraient être dans le noir. Bon, le sujet, il n'est pas là aujourd'hui. Le sujet, c'est la réforme des retraites. Aujourd'hui, s'il venait y avoir des interventions, mais ça serait éventuellement à la marge, et ce sont les piquets de grève qui décideront. Donc franchement, c'est pas le sujet. Mais pour que aujourd'hui, ce soit je pense bien... que les Français s'intéressent, c'est la réforme. Oui, mais bien sûr, et on en parle longuement, croyez-moi. Mais quand même, quand on dit on va s'occuper d'eux, c'est important de préciser. Bon, donc on écarte tout ce qui pourrait être violence. Bien sûr. C'est pas ça. Ah non. Non, mais Ah non, éventuellement, mais c'est ce qu'ils ont déjà subi ou connu sur certaines permanences parlementaires. Ça peut être les autocollants sur les vitres, ça peut être des coupures de permanence. Ça s'appelle quand même de l'intimidation. Mais monsieur, pas d'intimidation. Si. Menace. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un rapport de force. Aujourd'hui, le premier rapport de force, c'est la bataille des idées. Et je crois qu'aujourd'hui, la majorité est en difficulté. Elle l'a perdu. Donc aujourd'hui, par contre, le rapport de force, effectivement, ça peut finir sur la lutte et les appels à la grève. Pardonnez-moi, aller intimider des élus, c'est plus la bataille des idées, c'est la bataille tout court. Mais intimider les élus... attention à ce qui est... c'est ce que vous venez de dire. Mais comment nous doit le traduire? Aujourd'hui, on nous insulte de terroristes, d'extrémistes, de tous ces termes-là. Dans les médias, on le voit un peu partout, on le voit dans les échanges. Mais si, sur les tweets, on voit très bien, si, on a suivi. Il faut voir les mots durs. Mais aujourd'hui, ne le prenez pas au premier degré. Il n'y aura jamais d'intimidation physique sur des élus. Ça, on s'y engage. Mais aujourd'hui, si éventuellement il y a des permanences qui pourraient être coupées dans le noir, ça serait le maximum. Ne vous inquiétez pas. David Amiel, des sujets plus importants. David Amiel, député de la majorité, vous répond. Ouais, moi je trouve ça atterrant, pour tout vous dire, parce que dans une démocratie, c'est normal, il y a des débats, il y a des manifestations, il y a des grèves, on vient d'en parler, mais je crois qu'effectivement, il n'y a pas de place pour des intimidations contre des élus, contre leur permanence, contre l'endroit où travaillent leurs collaborateurs, où on reçoit des personnes. Et je pense que c'est donc profondément antidémocratique ce que vous faites. Et donc je vous le dis les yeux dans les yeux, si je puis dire. Nous avons été élus par les citoyens pour faire notre devoir, c'est-à-dire défendre, quelles que soient d'ailleurs nos couleurs politiques, nos étiquettes, ce qu'on croit être bon pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt des Français. Et donc c'est ce qu'on fera, quelles que soient les menaces, quelles que soient les intimidations, parce que la démocratie, c'est ça, monsieur, c'est la loi du plus grand nombre, ce n'est pas la loi du plus fort. Et donc je vous appelle à la responsabilité, oui à la grève, les manifestations, c'est un droit constitutionnel, non aux menaces, non à la violence, non aux intimidations, ce n'est pas la société dans laquelle nous voulons vivre. J'entends. C'est toujours agréable de prendre des leçons de démocratie par un parti qui est élu par 20% des citoyens et qui, depuis des semaines, utilise le 49.3 à gogo pour faire passer ses projets de loi. Donc les leçons de démocratie, merci, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma fédération et ma confédération. Maintenant, je voudrais répondre là-dessus. D'abord, nous avons été élus par les Français. J'ai été élu dans une circonscription, on a tous mes collègues qui ont été élus. D'ailleurs, au sein de l'Assemblée nationale, il y a une majorité de députés, sachez-le, qui ont été élus avec dans leur programme la proposition d'une réforme des retraites, puisque c'est l'ensemble des députés de la majorité présidentielle et c'est l'ensemble des députés les Républicains. Quant au 49.3, c'est un outil parfaitement démocratique, c'est un outil de la Constitution. Alors vous pouvez dire que la Constitution n'est pas démocratique, mais enfin, si on considère comme moi qu'elle l'est, il n'y a absolument rien d'illégitime à s'en servir. Alors, revenons à la réforme. Tout à fait. Vous assumez, au fond, pardon de vous poser une question, peut-être que je suis un peu naïf, mais techniquement, vous faites comment? Vous repérez l'adresse de la permanence et vous pouvez, en ayant l'adresse, couper le courant uniquement dans cette partie de l'immeuble. Excusez-moi, mais j'arrive pas à comprendre en fait. Bon. Parce que les gens qui sont au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage, ils n'ont plus d'électricité non plus. Non, mais qu'on soit clair, c'est voilà, je comprends qu'on a bien discuté de ça depuis 24 heures. Mais c'est votre patron qui en parle. Mais, oui, pas nous, mais aujourd'hui, en fait, là, je
crois que monsieur le député connaît très bien le système. Les syndicats se rencontrent, les élus, on échange et parfois, voilà, il peut y avoir sur les permanences parlementaires, des autocollants, des choses comme ça. Je sais pas. Vous avez déjà eu des retours de permanences coupées. Aujourd'hui, si une telle action devait se mener, ce serait les piquets de grève. Mais les piquets de grève, s'ils décident de ça, ça veut dire qu'on sera déjà plus loin dans les mouvements de grève. Mais qu'on soit clair entre nous aujourd'hui, et je le dis tranquillement, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, on est dans un combat. Oui, et le combat n'en sortira par un chaos du gouvernement. On vous le dit, on ne laissera pas faire la réforme des retraites. Monsieur Martin, mais c'est là où, monsieur, nous avons un désaccord profond. On n'est pas dans un combat, on est dans un débat. On est dans une démocratie où on discute. Vous nous attaquez, nous défendons. On peut se mobiliser. On n'est pas dans un combat de violence et d'intimidation. C'est ça la différence entre une démocratie comme la nôtre et des pays où règne la guerre civile et le chaos. Amandine Atalaya, en fait, il y a un deuxième contexte. Il n'y a pas que la réforme des retraites. Il y a un contexte vis-à-vis des élus, en fait, depuis longtemps. Et de violence. C'est pour ça que ça a autant d'écho, cette déclaration. C'est pour ça, et c'est pour ça, parce qu'on se souvient tous aussi des Gilets jaunes, et que les Gilets jaunes, à un moment donné, ce sont des manifestations qui, au début, étaient très soutenues par les Français. 75% des Français étaient derrière, et qui, à un moment donné, à cause de certains, pas tous, mais ont dérapé complètement dans une forme de violence, ont dérapé sur une remise en cause, là aussi, comme on vient de l'entendre, de la légitimité du président, ce qui n'est pas acceptable. Emmanuel Macron a été élu, point. Il n'est pas question de dire qu'il a été élu par 20% des Français, ça n'a aucun sens. Et on a vu se répéter dans des permanences des agressions contre les élus, des agressions physiques parfois. On a vu que sur les élus locaux, les maires, toutes ces dernières années, il y avait là aussi un dérapage vraiment total, avec parfois pour une décision complètement banale ou stupide dans la commune, un élu qui se retrouvait pris à partie. Donc en fait, en entretenant cette confusion et avec une phrase qui est volontairement ambiguë sur la nature de ce que vous voudriez faire subir à ces élus qui tiennent des permanences, vous recréez, comme lors des Gilets jaunes, quelque chose de très limite sur est-ce que vous voulez en effet vous battre contre la réforme ou est-ce que vous acceptez et légitimez une forme de violence contre ceux qui la portent. On ne cautionnera jamais la violence. Là-dessus, qu'on soit clair sur le sujet. Vous ne le dites pas clairement. Non, mais une fois qu'on est dans un rapport de force, une fois qu'on en est sur des mouvements de grève, il y a une reprise en main de l'outil de travail. Comment que ça se traduit ? Ça peut se traduire par effectivement des interventions sur les réseaux. Ça peut bloquer les méthaniers au moment des déchargements. On joue sur l'économie parce qu'arrivé à un moment, effectivement, ça impactera les décisions qui seront prises au final. Donc oui, on ne restera pas les mains dans les poches, comme de sages élèves, à attendre que M. Macron décide de ce qu'il va faire de nous pour les 40, 50, 60 prochaines années, qui décide de détruire, en particulier pour ce qui me concerne, un régime spécial qui est pionnier, excédentaire et pérenne et qui n'a pas à être attaqué. Nous n'attendrons pas et nous nous défendrons. C'est ce qu'on vous dit. C'est intéressant aussi parce que, bon, si j'ai bien compris, parce que c'est aussi la question que je voulais vous poser, mais j'ai même plus besoin de vous la poser. Pas question pour vous de revenir sur cette déclaration ou sur cette menace. Donc, ça sera une possibilité, si j'ai bien compris, le jour J. Ce qui veut dire que le bras de fer dans lequel on est engagé depuis maintenant plusieurs jours, depuis la présentation de cette réforme, on voit bien que le ton ne cesse de monter jusqu'à la journée de jeudi. Ça se durcit en fait là, de plus en plus. Oui, mais c'est un grand classique. Lorsqu'une loi est socialement contestée, il y a forcément l'affrontement de deux légitimités. La légitimité démocratique, je suis désolé, les élus à l'Assemblée, ils ont été élus, et donc il y aura un vote à l'Assemblée. Cette loi, elle sera votée ou pas, mais si elle est votée, elle sera votée démocratiquement. Puis il y a une autre légitimité, la légitimité sociale, celle de la rue, celles et ceux qui s'opposent à cette loi et qui vont le faire savoir. Et ils sont majoritaires, tous les sondages le disent. Et il se trouve que ceux qui contestent cette loi sont majoritaires dans l'opinion. Mais n'empêche que, et c'est pour ça qu'il y a bien deux légitimités qui s'affrontent, Emmanuel Macron, il a quand même été élu avec plus de 50% des voix au second tour. C'est comme ça. On peut être d'accord, pas d'accord, mais il y a donc deux légitimités qui s'affrontent. La petite différence où, me semble-t-il, on sort du cadre, c'est lorsque vous dites « je ne cautionne pas la violence, nous ne cautionnerons jamais la violence, mais ». Le « mais » étant trop. Il n'y a pas de mais, c'est inconditionnel de ne pas légitimer la violence. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et à partir du moment où vous mettez un mais, vous semblez commencer à justifier celles et ceux qui pourraient sortir du cadre, déraper, mais dire on va couper l'électricité à des élus, que ce soit chez eux, à leur domicile ou dans leur permanence, c'est pas justifiable.
Ça n'est pas justifiable. C'est une forme d'intimidation. Vous pouvez mettre des mais encore une fois, ne pas cautionner la violence, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Bien, Emmanuel Le Chip sur la réforme en elle-même, sur le fond. On a entendu ces derniers jours les membres du gouvernement dire bon, on va faire de la pédagogie, on va expliquer mieux parce qu'après tout, ce travail, on l'a peut-être pas assez fait, et surtout les éventuelles voies de négociation. Est-ce que vous voyez des pistes? Est-ce que vous voyez justement des voies s'ouvrir? Il faut arrêter avec cette espèce de grand délire de la pédagogie. Ça ne marche pas, ça n'existe pas, la pédagogie. Est-ce que vous êtes capable, quelqu'un est capable de me citer ici une réforme qui impose des contraintes aux Français et qui a été acceptée dans la joie et la bonne humeur après une magnifique leçon de pédagogie? Non, ça n'existe pas. Il y a des réformes et soit il y a des gens pour, soit il y a des gens contre. Vous voyez bien que vous pouvez faire toute la pédagogie que vous voulez. Jamais les syndicats n'accepteront qu'on repousse l'âge légal de départ à la retraite. Point barre. Et ils ont une position qui est très ferme. Ils savent très bien sur quoi elle est assise, cette position, sur quelle conviction, sur quelle philosophie politique. Et vous pouvez toujours essayer de faire de la pédagogie et d'expliquer. Ça ne marchera pas. Donc c'est de la connerie, la pédagogie. Le discours à la François Bayrou, faut mieux expliquer aux Français, etc. Mais ça, c'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Ça ne marche jamais. C'est un rapport de force. Oui, mais il y a des réformes qui passent parce qu'il y a des rapports de force politiques. Pourquoi la réforme du marché du travail a bien réussi et a été possible? C'est parce qu'elle est arrivée dans la foulée du premier, etc. Voilà. Mais personne. Oui, d'accord. Mais dans cette affaire, je veux bien tout entendre, mais on voit bien que personne ne pourra passer en force. Ni le gouvernement, ni les syndicats. Non, mais ça passera. Parce donc, quel compromis pourrait être envisagé? Des compromis, alors, si vous voulez, les compromis, il y en a déjà eu beaucoup. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui reste, entre guillemets, déjà de cette réforme, parce qu'il faut bien aujourd'hui s'interroger sur ce qui reste de cette réforme, parce que on parle d'équilibre sucré-salé, mais là, si vous voulez, le sucré va devenir quasiment prépondérant. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez déjà, en gros, c'est très simple, vous avez presque plus du tiers déjà du gain. Ce qui était la réforme initiale. On nous a dit il faut faire cette réforme pour faire des économies, etc. La réalité, c'est que le tiers déjà des gains est absorbé par tout un tas de concessions qu'on a fait pour effectivement faire admettre cette réforme. Donc, à partir de là, moi je trouve quand même sidérant que pour ce qui est une réformette, on se batte autant. C'est-à-dire que quand vous regardez les gens qui seront réellement... Non mais regardez la réalité et pas la théorie. Je veux dire, la position des syndicats, elle est assise sur des conceptions qui sont purement théoriques. Moi, je suis effaré de la déconnexion des syndicats et de leurs analyses avec la réalité du terrain. Prenez par exemple cette histoire de 62, 64 ans, les carrières longues, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà une majorité des moins favorisés qui ont des carrières extrêmement hachées qui les obligent à aller au-delà de 64 ans. Regardez ce que publie l'Institut des politiques publiques la semaine dernière. Les deux tiers des 20% de Français les moins favorisés ne seront pas impactés quasiment par cette réforme. Et on n'arrête pas. C'est pas Laurent Berger qui dit c'est la réforme la plus dure. C'est pas vrai. C'était beaucoup plus dur la réforme de 2010. Donc, si vous voulez, on est dans une espèce d'affrontement sur lesquels on se balance des faussetés à la figure. Alors oui, il y aura quelques pistes moi je pense qu'il y a des pistes de négociation possibles parce qu'il y a deux sujets qui sont quand même un peu légers. C'est tout ce qui concerne la pénibilité où là franchement, il y a vraiment pas grand-chose. Et franchement, je pense que là-dessus, ça pourrait quand même considérablement progresser. Après, sur les grands chiffres, sur les grandes masses, je suis pas sûr que ça puisse... Monsieur Martin, si jamais des négociations devaient s'ouvrir, après tout, sur quoi vous auriez envie de négocier? Écoutez, bon. Vous demandez un retrait pur et simple. Alors nous, on est sur le retrait pur et simple. Aujourd'hui, on demande que le gouvernement abandonne le projet. Oui. Néanmoins, je vois bien la question, c'est que vous l'arrivez. Et moi, je réagis par rapport à cette notion de pénibilité. Et je fais le lien avec le régime spécial des industries électriques et gazières, qui concerne 150 entreprises et plus de 140 000 agents. Aujourd'hui, on a une particularité, parce qu'on est adossé au régime général. On a le même système, donc on a déjà subi plusieurs réformes. L'âge moyen de départ est de 60 ans, c'est 62 ans pour nous le départ. Voilà. Et il y a, pour une petite partie du personnel, vous savez, ces gens-là qui sont en ce moment en train de remonter au poteau pour remettre la tempête Gérard qui a couché les poteaux, les lignes électriques. Ces gens-là qui ont travaillé la nuit, dans le froid, et qui se décarcassent pour le service public, ça représente à peu près 20% du personnel qui bénéficie de services actifs. Ces services actifs, ça permet, et c'est un système de branches qui permet clairement de reconnaître
de branche et statutaire, bien évidemment, qui permet clairement de reconnaître la pénibilité. Et aujourd'hui, c'est là que notre régime y gêne et qu'on veut tirer tout le monde par le bas avec des mesurettes dans ce que vous proposez aujourd'hui pour les gens qui sont concernés par vraiment la pénibilité des métiers durs. Monsieur Amir, qu'est-ce que vous répondez sur ce point précis de la pénibilité? Là, il y a une marge de négociation, de discussion. Il y a eu d'abord beaucoup d'enrichissement sur la pénibilité pendant les mois qui viennent. C'était pas un sujet dont on avait beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, la campagne législative, et les discussions avec les syndicats ont permis considérablement de l'enrichir. Je vous donne quelques exemples. Le compte pénibilité, le compte de prévention actuel sera considérablement élargi, permettra de financer ce qui ne peut pas financer aujourd'hui, c'est-à-dire des reconversions professionnelles. Quand vous avez eu un métier pénible pendant 10, 20 ans, vous pourrez désormais bénéficier jusqu'à 30 000 € pour être formé, accompagné vers un autre métier moins pénible. On a un fonds d'1 milliard d'euros qui va être consacré aussi à pouvoir financer des actions de transformation dans les entreprises pour avoir des postes de travail moins pénibles. Les conditions de travail de nuit seront élargies pour couvrir davantage de personnes. Sans doute y a-t-il encore des éléments sur lesquels on peut discuter, avancer. Il y aura d'ailleurs un moment de débat parlementaire qui permettra de le mettre en avance. Mais je voudrais répondre quand même sur les régimes spéciaux, puisque ça vient d'être dit par monsieur, très court. Oui. Nous, notre ambition, c'est qu'à l'avenir, parce que ça ne concerne pas les salariés actuels, il y ait tout simplement pour les régimes spéciaux les mêmes droits en termes de pénibilité, et on vient de voir qu'il y avait beaucoup d'avancées, et les mêmes devoirs en termes de règles que le reste des salariés. Ça me paraît être une justice élémentaire, et donc c'est ça qu'on va défendre. Merci beaucoup. Tout le monde par le bas. C'est bien ce que je vous ai dit. Merci à tous les 5. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat.